Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 13 mai, presque 3 semaines après l'annonce de la fermeture du CEA à Mons, en Indre-et-Loire, les sous-traitants menacent de mettre la clé sous la porte. Une vingtaine travaillent en Touraine, témoignage à suivre dans cette édition. La France, 3e consommateur mondial de pesticides. Les apiculteurs tirent depuis plusieurs années la sonnette d'alarme. Leur production diminue. Et reportage ce soir à l'Embré, près de Richelieu, en Indre-et-Loire. Également, dans notre édition, 700 jeunes compétiteurs pour 3 jours d'épreuve. Le coup d'envoi des Jeux nationaux de l'avenir handisport sera donné demain. Nous avons suivi les préparatifs de l'événement. Bonsoir à tous. Les sous-traitants du CEA de Mons en Indre-et-Loire s'inquiètent pour leur avenir. Depuis l'annonce en avril dernier de la fermeture du commissariat aux énergies alternatives, les sous-traitants vivent pour certains dans l'angoisse de devoir mettre la clé sous la porte. Ils sont 200 en France et à l'étranger, mais une vingtaine sont en Touraine. Nous en avons rencontré 2 qui travaillent tout près du site du Ripaud. Thibaut Séalic. Depuis l'annonce de la fermeture du centre du Ripaud, Fabien est catastrophé. Sa société de couverture travaille avec le CEA depuis plus de 20 ans, une collaboration qui représente 90% de son chiffre d'affaires. Dans quelques mois, son carnet de commandes sera à sec. Pour faire face, il est dans l'obligation de diversifier son activité. Fabien s'attend à vivre une période très difficile. Nous allons tenter de relancer l'économie en récupérant des chantiers de rénovation charpente de couverture sur du particulier exclusivement pour pouvoir créer du chiffre. Et peut-être les collectivités locales adjacentes et les autres. À quelques dizaines de mètres plus loin se trouve un autre sous-traitant du CEA. Patrick a mis en vente sa société il y a plusieurs mois, mais depuis l'annonce de la fermeture du site, les acheteurs potentiels se sont rétractés. Aujourd'hui, il pourrait tout simplement renoncer à la vente de son entreprise. Ça me faisait un complément de retraite déjà d'un certain montant. Les salariés, eux, je vois mal comment reprendre du travail à l'extérieur, parce que le bâtiment en ce moment sur l'Indre-et-Loire est assez difficile. Ils pourraient perdre leur travail ? Oui, ils pourraient perdre leur travail. Au total, le CEA travaille avec plus de 200 sous-traitants en France et dans le monde. Une vingtaine se trouverait en Touraine. Selon la direction, plusieurs contrats seront maintenus malgré la fermeture du site. Les salariés du CEA, quant à eux, sont toujours sur le choc depuis l'annonce de la fermeture. Une manifestation pourrait avoir lieu à la fin du mois afin d'interpeller le gouvernement. Pour nous, c'est la traduction de la politique d'austérité qui est menée par le gouvernement. Tout simplement. Les coupes budgétaires, le manque de nouveaux programmes, et bien tout ça concourt à ce qu'aujourd'hui on prenne l'un des sites les plus emblématiques et pour qu'on le ferme et ainsi réduire la voilure au niveau des dépenses budgétaires. Une pétition contre la fermeture du CEA a été mise en ligne de manière anonyme. Elle compte pour le moment près de 300 signatures. Et les salariés pressent les élus locaux de se mobiliser. Ils ont dénoncé, je cite, la décision unilatérale du CEA. François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, a écrit à Manuel Valls, le Premier ministre, pour lui demander des mesures compensatoires. Maurice Leroy, élu vice-président de l'Assemblée des départements de France. Le président du conseil départemental du Loir-et-Cher s'est dit à l'annonce de cette nouvelle fier de défendre le département, échelon de proximité et gérant du lien social, auprès du nouveau président de l'ADF, Dominique Bussereau. Des caravanes, des gens du voyage dans la cour de l'école en début de semaine. Les parents d'élèves et enseignants ont eu la surprise de voir leur école, Marie Pelin à la Riche, se transformer en aire d'accueil. La mairie a porté plainte. Elle souhaite que la justice ordonne l'expulsion du campement et précise qu'elle a lancé une longue procédure permettant d'acquérir les terrains nécessaires. Elle demande d'ailleurs à l'État de participer à hauteur de 50%. L'autorité de sûreté nucléaire lève les mesures de surveillance renforcées qu'elle avait imposées à la centrale de Chinon. Souvenez-vous, l'ASN l'avait pointé du doigt en 2010. Dans son rapport de qualité de l'exploitation et de la maintenance est améliorée, elle a déclaré dans un bilan annuel. Mais la centrale doit encore progresser. L'ASN impose pour 2015 un contrôle ciblé sur d'autres points à surveiller. En revanche, si tout n'est pas parfait, la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux en Loire-et-Cher est la bonne élève. Selon l'ASN, elle se distingue de manière positive sur de nombreux plans. La France, 3e consommateur mondial de pesticides. Les apiculteurs tirent depuis plusieurs années la sonnette d'alarme. En 2014, 10 000 tonnes de miel ont été produites, soit le niveau le plus bas en 20 ans. L'Assemblée nationale a voté l'interdiction des insecticides néonicotinoïdes, une avancée insuffisante pour la profession qui assiste au déclin de plus en plus rapide des abeilles. Reportage à l'Embré, près de Richelieu, en Indre-et-Loire, avec Guillaume Roux.
Difficile de contrôler ce que butinent les abeilles. Ces insectes ont un rayon de travail de 3 km. Romain Henry essaye quand même de maîtriser un minimum ces butineuses. Chez moi, j'essaie d'être le plus préservé possible. Donc voilà, ça c'est des fleurs qui du coup ont pas de soucis et sur lesquelles les abeilles peuvent butiner sans problème. Donc ici en Indre-et-Loire, les cultures qui sont problématiques, c'est le colza qui démarre très tôt. Le maïs, ça va pas faire du nectar mais le pollen. Et ensuite le tournesol, quoi. Ces cultures posent problème car elles sont souvent traitées. La France est le premier consommateur européen de pesticides. Cet après-midi, Romain Henry va travailler sur une autre zone d'exploitation apicole. La profession agricole, elle est un peu comme tous les hommes, elle va vers la solution de simplicité. La solution de simplicité, c'est de balancer un pesticide qui soit facile d'utilisation et qui soit efficace. Alors bon, ben voilà. Moi, ce que je constate, c'est que il est très difficile d'avoir des ruches qui soient toujours productives, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait toujours assez d'abeilles, qui se développent bien et qui fassent du miel. Ça, c'est des ruches l'année dernière qui se sont mal développées, que j'ai dû repasser en ruchette pour l'hivernage parce qu'il y avait plus... elles étaient trop faibles. Et du coup, bah, c'est pas bon, quoi. En 2014, les apiculteurs français ont récolté 10 000 tonnes de miel, contre 32 000 il y a 20 ans. La loi interdisant l'usage des néonicotinoïdes devrait entrer en vigueur en janvier 2016. En attendant, les ruches continuent de s'affaiblir. Ce mois-ci, Mageco revient sur l'aménagement du haut de la rue nationale. Hôtel, commerce, clientèle d'affaires. Alors que le projet a été présenté dans son ensemble il y a quelques semaines, quel est aujourd'hui l'objectif du maire de Tours? Il répond aux questions de Stéphane Frachet. Des boutiques, des hôtels haut de gamme, est-ce que c'est pas un peu un coup de poker de vouloir transformer cette place déserte le dimanche, mais qui vit un peu la semaine, tout d'un coup en le lieu d'attractivité de la ville? Non, parce qu'il y a vraiment une politique délibérée de tourner de nouveau, comme c'était le cas historiquement, la ville vers le fleuve. L'activité, vous l'avez rappelé, au XIXe siècle, c'était là, sur cette place, autour de l'hôtel de ville, du palais de justice, de la bibliothèque de l'époque, etc. Et donc, les Tourangeaux ont perdu l'habitude, par crainte, par manque d'intérêt, de revenir vers le fleuve. On essaye de réanimer ce haut de rue nationale, où il faudra en effet peut-être trouver un autre terme, par l'animation avec la guinguette en été, ce qui n'était pas plus le cas, avec des manèges, avec la patinoire en hiver, etc. Pas un lieu public, un bâtiment public, est-ce qu'un bâtiment public n'aurait pas été aussi un... Il y a déjà la bibliothèque, mais on se heurte à la même difficulté de l'ouverture du dimanche. Le Mageco, ce sera diffusé vendredi soir à 19h30 et rediffusé à 22h30 sur TV Tours Val-de-Loire. On passe au sport. Objectif le maintien pour le Tours FC avant-dernier match de la saison. Le club affrontera Dijon vendredi soir au stade de la Vallée du Cher pour le compte de la 37e journée de Ligue 2. 15e au classement. Le destin du Tours FC ne tient plus qu'à un fil. On écoute l'entraîneur Alexandre Dujeu et le défenseur Alassane Touré. Quels que soient les résultats de nos adversaires, on sera bon si on arrive à prendre 4 points. Donc c'est notre objectif pour ces 2 derniers matchs. Il ne faut pas se prendre la tête plus que ça. Il faut aborder le match, donner le maximum et après, il y a toujours un adversaire dans le foot. Donc on va essayer de faire un petit peu mieux que Dijon. On sent déjà une force défensive un peu plus sereine et c'est important pour l'équipe, c'est important pour nos attaquants parce que ça les libère un peu plus, je pense. S'ils viennent pour attaquer, et nous on va essayer de défendre et de contrer derrière. Après c'est vrai qu'on est plutôt pas mal en contre, on a de la force offensive. 700 jeunes compétiteurs pour 3 jours d'épreuve. Le coup d'envoi des Jeux nationaux de l'avenir handisport sera donné demain. De jeunes sportifs en situation de handicap venus de toute la France et des territoires d'outre-mer vont s'affronter. Athlétisme, natation, escrime ou encore tir à l'arc. Aujourd'hui, tous les bénévoles étaient à pied d'œuvre pour préparer l'événement à Tours. Judith Delzard. Au parc des expositions, 300 bénévoles s'activent depuis 7 h du matin. Ils préparent les salles car ce soir, c'est le coup d'envoi des Jeux nationaux de l'avenir handisport. Des filets sont accrochés, de la moquette est collée au sol. C'est ici que se dérouleront les 14 disciplines individuelles et collectives. Oh là là, ouais, encore un gros trou. C'est parce qu'il y avait des poteaux.
On va la garder. Ce bénévole tourangeau est un ancien handiathlète de haut niveau. Son souhait, transmettre sa passion aux jeunes talents. J'ai été aussi jeune athlète, donc aujourd'hui je fais partie de ceux pour qui c'est un bonheur d'accueillir ces 700 jeunes qui vont être présents pendant ces 3 jours de compétition. Ça représente quand même 50 délégations qui viennent de toute la France et des départements d'outre-mer. Donc l'objectif, c'est que ça se passe le mieux possible pour eux, pour qu'ils puissent pratiquer leur sport, que ce soit dans le cadre d'une compétition ou d'un sport découverte. Pour l'organisation de cet événement, d'énormes moyens sont déployés. Plus de 10 000 repas seront servis et ce soir, 1 000 personnes sont attendues. Des Jeux paralympiques qui ont pour but de mobiliser les jeunes et développer une dynamique sportive locale. Dans la région centre, on a une pénurie de jeunes qui pratiquent une activité physique et sportive. Donc ces 22e Jeux de l'avenir, je souhaite vraiment que ce soit une l'antichambre pour que les jeunes handis se rendent compte qu'on peut pratiquer du sport en région centre. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. En tout, 480 médailles prévues pour les compétitions. De quoi chaleureusement récompenser les talents et peut-être une Amélie Le Fur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, avec l'invité de la rédaction, nous parlerons de l'événement Vitilloire qui se prépare avec Jean-Pierre Gouvazé. À tout de suite.